L'horloge murale du salon Louis 144 du palais de Buckingham affiche à 11h11 le 9 juillet 2026. Pour le monde extérieur, c'était un matin comme les autres à Londres. Mais à l'intérieur de cette pièce, l'atmosphère était glaciale. Le roi Charles III se tenait devant une assemblée triée sur le volet des membres les plus importants de la maison royale, les hommes et les femmes qui assurent le bon fonctionnement de la monarchie. Sa voix ne tremblait pas, mais ses paroles résonnent comme une guillotine constitutionnelle. « J'ai pleinement confiance en Catherine et William », déclara le roi les yeux fixés au loin. « Leur jugement est sûr. Leur loyauté est incontestable. » La salle ne laissa pas éclater d'applaudissements. Elle resta figée. D'une seule phrase méticuleusement préparée, le roi venait de démanteler la structure du pouvoir de son propre règne. Il annonça que William et Catherine le prince et la princesse de Galles assumeraient immédiatement les pouvoirs centraux de la famille royale. Mais c'est la seconde partie de cette annonce qui provoqua un véritable choc parmi les courtisans réunis. La reine Camilla allait être déchue de ses futurs titres familiaux, de son statut cérémoniel, de toute l'autorité interne qu'elle avait conquise au prix de décennies de lutte. Pour Camilla, il ne s'agissait pas d'un simple remaniement administratif. C'était une condamnation à l'exil. Avant de lever le voile sur cette exécution royale sans précédent et de révéler le dîner secret des Windsor qui a contraint le roi à choisir son fils, plutôt que son épouse, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne et d'avoir activé les notifications. Dans la maison de Windsor, le silence est une arme, et aujourd'hui, ce silence est un cri. Camilla demeura parfaitement immobile. Assise dans un fauteuil au dossier de velours, ses doigts étaient si serrés sur ses genoux que ses jointures blanchissaient. Le silence qui suivit l'annonce de Charles était peut-être plus lourd que n'importe quel scandale public. Le roi avait parlé avec la précision chirurgicale d'un homme qui savait que chaque syllabe serait gravée dans l'histoire. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement une froide et implacable fatalité. Le visage de Charles pourtant racontait une toute autre histoire. Sous le masque du souverain, il portait la tension palpable d'un époux qui brisait un lien qui avait jadis défini son existence même. Cette réunion de la haute maison, le sanctuaire le plus intime où sont finalisés les décrets royaux les plus sensibles, avait commencé dans la formalité étouffante habituelle. Mais en quelques minutes, elle s'était transformée en le tournant le plus brutal du règne de Charles. Le roi comprenait parfaitement la portée de son acte. Il ne se contentait pas de modifier un calendrier. Il signait le mandat confidentiel de restructuration de la maison royale. Ce document officialisait le transfert immédiat de l'influence, des responsabilités publiques et du pouvoir de décision privée à la génération suivante. Guillaume n'était plus l'héritier en devenir, il était désormais placé au cœur même du pouvoir. Catherine n'était plus seulement l'épouse dévouée. Elle était désormais le pilier émotionnel et pratique de la monarchie. Et Camilla, la femme qui avait survécu à des décennies d'hostilité publique pour enfin atteindre le sommet, venait d'apprendre que son ascension était terminée et que la descente serait définitive. William baissa les yeux. C'était un geste subtil, mais dans l'atmosphère tendue du palais, il pesait plus lourd que n'importe quel discours de victoire. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait de remporter une lutte de pouvoir. Il semblait accabler les épaules lourdes du poids soudain et immense de la couronne. Catherine, assise à ses côtés, demeurait une statue de grâce. Son silence était imperturbable, dénué de toute froideur. Et pourtant, elle semblait pressentir la sombre vérité. Le pouvoir acquis par l'humiliation publique d'un autre membre de la famille est une arme à double tranchant. Camilla finit par tourner les yeux vers Charles. Un bref instant, elle chercha sur son visage une lueur de sa douceur passée, un soupçon de l'homme qui avait jadis promis de la protéger du monde entier. Mais le roi ne lui offrit rien. L'époux s'était tu. Seul le souverain subsistait. Le silence qui régnait dans la pièce soulevait la question que le public britannique ne tarderait pas à crier. Pourquoi maintenant? Pourquoi si soudainement?
Pourquoi un roi qui avait consacré sa vie à défendre cette femme l'abandonnerait-il du jour au lendemain sans titre, sans statut et sans possibilité de réintégrer le cercle restreint du pouvoir? Pour trouver la réponse, il faut regarder au-delà des décrets signés et s'aventurer dans les coulisses du château de Windsor. Le pouvoir dans une monarchie ne s'exerce pas comme une transaction commerciale. Il se nourrit de vieilles blessures et de trahisons personnelles. Hier, lors de cette réunion de 11 heures, 11 les rôles de époux, d'épouses et de fils avaient disparu, remplacés par les exigences implacables d'une institution qui privilégie la survie à tout le reste. Charles en ressentit le poids écrasant le premier. Il savait qu'en choisissant l'avenir de la couronne, il avait blessé la personne la plus proche de lui. Mais la monarchie, cette machine ancestrale qui repose sur la confiance du peuple, ne pouvait plus se permettre d'être guidée par l'affection personnelle. La survie primait sur le bien-être. Camilla sentait qu'on l'effaçait de la manière la plus calculée qui soit. Elle n'avait été ni contredite en public, ni interpellée par la presse. Elle avait été neutralisée, dans une pièce où chacun avait compris sa chute avant même qu'elle ait pu ouvrir la bouche. Elle regarda Charles, puis les murs familiers du palais, réalisant qu'il n'était plus son refuge. Et elle ne perdait pas seulement de l'influence. Elle perdait tout le sentiment d'appartenance. William observa son père éviter le regard de Camilla. C'était un signe révélateur. La décision n'avait pas été prise sur un coup de tête. Elle avait été mûrement réfléchie. Charles avait préparé ce plan bien avant d'en parler. Il s'agissait d'une de transition maîtrisée, une expression employée par les courtisans pour décrire la levée progressive d'un obstacle. Catherine comprenait mieux que quiconque les enjeux de la situation. Elle savait que son ascension serait à jamais liée à la chute de Camilla. Elle était consciente que le public, qui avait longtemps fait confiance à sa présence rassurante, y verrait une victoire pour la lignée de Diana. Mais Catherine savait aussi qu'être à l'origine de l'humiliation d'une autre femme l'obligeait à redoubler de prudence. Un conseiller de Oreo referma un dossier en cuir d'un claquement sourd et définitif. Ce bruit brisa le charme. Le dossier contenait le cadre de succession et d'autorité interne. Un document qui prouvait qu'il ne s'agissait pas d'une lubie passagère. Quelque chose s'était produit en coulisses, quelque chose de si grave qu'il avait contraint Charles à passer à l'acte. Le point de rupture n'a pas été atteint le 9 juillet. Il s'est produit 6 semaines plus tôt lors d'un dîner familial privé au château de Windsor. Chaque crise royale a un point zéro. Un moment que les historiens désignent en disant « c'est là que la mèche a été allumée ». Dans le cas présent, il s'agissait d'un dîner destiné à apaiser les tensions. Le roi avait réuni les membres les plus importants de la famille pour discuter des futures fonctions royales. Un euphémisme pour désigner la répartition des responsabilités à mesure que Charles vieillirait et que William en assumerait davantage. Camilla, sentant son influence décliner face à la popularité grandissante de Catherine, choisit ce moment pour réagir. Elle ne cria pas. Elle parla d'un ton posé et mesuré, celui d'une aînée soucieuse. Mais la tension sous-jacente à ces paroles était indéniable. Elle mit en doute la capacité de Catherine à assumer un rôle élargi, suggérant que la princesse de Galles était peut-être poussée trop loin trop tôt. Elle alla plus loin, se demandant si William devait se voir confier l'autorité de chef de famille avant que la succession au trône ne soit pleinement assurée. Un silence pesant s'installa à table. Ce n'était plus un dîner, mais une remise en question de la succession elle-même. Catherine garda son calme, mais cette immobilité était glaçante. Elle ne répondit pas avec colère. Elle ne défendit pas son bilan. Elle se contenta de fixer Camilla d'un regard d'une maîtrise terrifiante et sereine. En refusant l'affrontement, Catherine fit passer Camilla pour l'agresseuse. William sentit le sang lui monter aux joues.
Mais il fit preuve de la fameuse retenue de son grand-père. Il regarda Charles, qui observait la scène d'un air sombre. William savait qu'un seul mot de travers suffirait à diviser la famille en factions rivales. Il choisit de se taire et ce silence devint un avertissement pour le roi. Charles perçut le changement. Ce ne fut pas une explosion, mais une prise de conscience collective et silencieuse. Les proches baissèrent les yeux sur leurs assiettes. Le cliquetis des couverts devint le seul bruit dans la pièce. À cet instant, Camilla avait commis l'irréparable. Elle avait prouvé que le partage du pouvoir serait le poison de son règne. Elle avait forcé la famille à comprendre que tant qu'elle détiendrait le pouvoir intérieur, deux centres de gravité s'opposeraient. Il chanta. La princesse Anne, sœur du roi et garante suprême de la discipline royale, s'est entretenue avec Charles plus tard dans la soirée. Selon un compte rendu interne du secrétaire de la famille, Sienne a déclaré sans embâche à son frère: « L'institution peut survivre à un désaccord, Charles. Elle ne peut survivre à deux têtes. » Charles savait qu'elle avait raison. Ce dîner fut l'élément déclencheur. Ce fut le moment où le roi réalisa que sa loyauté envers sa femme était devenue une menace pour la stabilité de la couronne. Une fois la réunion de 11h11 terminée, le théâtre public prit fin. Et les comptes privés commencèrent. Charles demanda à tous de partir. Pour la première fois, lui et Camilla étaient seuls. Ni courtisans, ni héritiers. Juste un homme et une femme chacun de part, et d'autres d'un décret signé. Camilla regarda Charles comme si elle s'attendait à ce qu'il dise que tout cela n'était qu'une erreur, une mise en scène. Il ne le fit pas. Le décret de restructuration trônait sur la table tel un mur entre eux. Il ne s'agissait pas d'une négociation, mais d'un document officiel du palais. Son autorité interne, le pouvoir d'influencer la vie familiale, de recruter le personnel et de diriger la stratégie cérémonielle avait disparu. Camilla finit par poser la question qui la taraudait. La famille a-t-elle décidé que je n'en fais plus partie? Charles marqua une pause. Cette pause fut comme une blessure. Il aurait voulu faire preuve de clémence, mais la souveraine avait déjà signé le mandat. Lorsque Camilla accusa Guillaume et Catherine d'avoir attendu ce moment pour s'emparer du pouvoir, Charles trouva enfin la force de s'exprimer. Il lui affirma avec fermeté que Guillaume n'avait pas souhaité son humiliation. Il lui dit que Catherine n'avait pas bâti son ascension sur la cruauté. Il admit la vérité la plus dure. La monarchie ne pouvait se permettre de notre nouvelle génération de rivalité privée se muant en faiblesse publique. Le roi lui annonça que la famille était déjà rongée par des loyautés divisées. Il refusa de léguer à William et Catherine un héritage où ils devraient se disputer le contrôle de leur propre maison. Camilla le fixa, réalisant que l'homme qu'elle avait aimé pendant 50 ans venait de la sacrifier pour que le règne de son fils soit plus intègre que le sien. La machinerie du palais s'est mise en branle à une vitesse effrayante. Dès l'après-midi même, le nom de Camilla était systématiquement effacé des documents de planification future. Dans un dossier des pouvoirs de la maison royale, le registre interne secret qui détermine qui détient l'influence a été mis à jour. Toute mention de l'influence de Camilla a été supprimée et remplacée par les noms de William et Catherine. Le lendemain matin fut encore plus difficile. Les annonces ne sont que des mots. Les conséquences sont concrètes. Camilla entra dans son bureau privé, s'attendant à l'activité habituelle. Au lieu de cela, elle trouva le vide. Une chaise avait été retirée de la table de planification. Une plaque nominative avait été enlevée. Et le dossier de briefing quotidien était plus mince qu'il ne l'avait été depuis des années. Une jeune assistante s'avança avec le planning modifié, mais elle n'osait pas la regarder dans les yeux. Cette hésitation la blessa plus que la perte de son titre. Camilla vit la pitié dans le regard de la jeune fille et comprit que tout le palais savait déjà que son statut avait changé, passant de personnalité influente à spectatrice.
Charles, apprenant les changements intervenus dans la fonction, ressentit le poids de son choix. Il ne le regrettait pas, la monarchie avait besoin de clarté. Mais il était hanté par le prix personnel à payer. Il savait que pour que la couronne survive, une partie de son mariage devait mourir. William et Catherine, quant à eux, s'acclimataient à leurs nouvelles fonctions. William ne célébra rien. Il passa la matinée à examiner le dossier de représentation intérieure, conscient que chacune de ses décisions serait désormais analysée comme une attaque contre sa belle-mère. Catherine, toujours diplomate, donna des instructions confidentielles au personnel. Nul ne doit tenir de propos cruels à l'égard de la reine consort. Ce geste de clémence de Catherine était autant tactique que bienveillant. Elle savait que si la transition ressemblait à un bain de sang, l'opinion publique finirait par se retourner contre elle. En exigeant de la dignité pour Camilla, Catherine s'assurait sa propre position de pilier de stabilité. Cela mena à la seule rencontre qu'aucune règle royale ne pouvait contrôler. Catherine demanda une audience privée avec Camilla. Ni garde, ni secrétaire, ni Charles. Juste deux femmes dans un petit salon de Clarence House. Camilla ne se leva pas lorsque Catherine entra. Elle la regarda avec une amertume sans retenue. Catherine comprit. Elle savait qu'aux yeux de Camilla, elle incarnait le nouvel ordre qui lui avait volé son avenir. « Êtes-vous venu assister à la défaite ?» demanda Camilla d'une voix tremblante. Catherine ne broncha pas. Elle s'assit et parla avec une franchise calme et dévastatrice. Elle dit à Camilla qu'elle n'était pas venue pour savourer une victoire. Elle lui dit « L'humiliation ne devrait jamais être un divertissement, même au sein d'un palais. » Catherine n'a pas cherché à faire changer d'avis Charles. Elle n'a pas entretenu de faux espoirs. Elle a simplement posé des limites. Elle a promis que tout en ne contestant pas la nouvelle autorité de William, elle ne permettrait pas non plus que Camilla soit moquée ou maltraitée par le personnel de la maison. Camilla a fini par craquer. Elle a confié à Catherine ce qu'elle n'avait pas pu dire à Charles. Ce n'était pas la perte de l'approbation du public qui la gênait, mais le rejet de son propre entourage. Elle avait passé sa vie à tenter de se faire une place au sein du pouvoir. Et voilà qu'on la mettait une fois de plus à l'écart. Catherine écouta et à cet instant, la rivalité prit fin, remplacée par une compréhension mutuelle et austère. La couronne est un maître froid. Elle donne, mais elle reprend avec intérêt. Le 10 juillet, le changement de pouvoir faisait la une des journaux du monde entier. L'opinion publique était partagée entre fascination et approbation. Pour les Britanniques, le mandat du 11 novembre sonnait comme la conclusion définitive du feuilleton des années 1990. La monarchie semblait enfin se tourner vers l'avenir. Mais pour Charles, chaque titre lui rappelait le prix qu'il avait payé pour cette stabilité. La déclaration du palais a été publiée cet après-midi-là. Elle ne mentionnait pas le mot « exil ». Elle évoquait des changements permanents concernant la représentation des familles et une rationalisation de l'autorité interne. Elle présentait le nouvel ordre comme inévitable, établi et professionnel. Camilla lut la déclaration et ressentit toute la portée du mot « c'était définitif ». C'était fini. La femme qui avait été la plus influente dans la vie de Charles n'était plus qu'une simple note de bas de page dans la planification du prochain règne. Une fois la poussière retombée, la réunion de 11h11 est restée gravée dans les mémoires, comme le jour où la monarchie a choisi son avenir. Charles avait privilégié la continuité au confort. William avait accepté un fardeau qui l'avait vieilli prématurément. Catherine avait prouvé qu'elle était la véritable émancipation du trône, celle qui pouvait exercer l'autorité sans perdre sa clémence. Et Camilla, elle demeurait le symbole d'une transition enfin achevée. Elle était entrée en reine. Sortie en femme qui avait enfin compris qu'à Windsor, la couronne se moque des sentiments. Seule sa propre survie compte. Le décret de 11h
XI est désormais en vigueur. Les choses ont changé. Les documents ont été signés. L'avenir est arrivé. Et il ressemble trait pour trait à William et Catherine. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie des luttes intestines au sein de la famille royale. Pensez-vous que Charles a eu raison de démettre Camilla de ses fonctions pour protéger l'avenir de William et Catherine? Ou était-ce un acte de cruauté gratuite? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.